Et après la conférence sur l'Estonie, la précédente c'était sur l'Estonie et son entrée dans la zone euro, une conférence sur la politique agricole commune et la montagne. La politique agricole commune est une politique tout à fait essentielle et déterminante dans l'Union européenne. J'ai regardé les chiffres pour le budget de 2011. C'est la plus grosse politique du fonctionnement de l'Union européenne avec 59 milliards d'euros sur 141. Et quand ça consacré directement à la politique agricole, on est à 44 milliards d'euros. Merci à Elie Ngiro d'avoir accepté depuis longtemps de traiter de ce sujet au travers de son expérience qui est multiple, vous la voyez, c'est aussi au-dessus de moi, à la fois comme conseillère régionale déléguée à l'agriculture, au développement rural et aux parcs régionaux, mais aussi comme présidente du parc naturel régional de la Chartreuse, et puis des responsabilités d'une association européenne, je crois, sur les régions périurbaines. Donc merci de nous faire partager votre connaissance de la politique agricole commune en général, et puis comment est à Grenoble, ses relations bien sûr avec la montagne. On vous entend d'abord et on discute ensuite. On n'est pas très nombreux, comme je le dis, mais les meilleurs sont là, bien sûr, donc c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Alors je vais corriger quelque chose. C'est que j'étais effectivement en charge de l'agriculture et du développement rural pendant 6 ans à la région Rhône-Alpes. Et lors des dernières élections, on m'a demandé de prendre le dossier extrêmement intéressant, mais totalement différent de l'administration générale de la région. Donc j'ai le personnel et l'ensemble de l'organisation de la maison. Sujet compliqué. Voilà, compliqué, mais j'ai par ailleurs, j'ai quand même gardé les parcs naturels et je suis à la fois présidente du parc de Chartreuse, vice-présidente de la Fédération des parcs, et donc j'ai encore un œil sur la politique agricole commune parce que c'est vraiment aussi un intérêt en ce qui me concerne. Et je pense que c'est une question, la question de l'alimentation sera une question assez majeure dans les années que nous allons vivre. Voilà, je vais vous proposer un petit peu un panorama de la politique agricole commune. Je suis sans doute devant un certain nombre de spécialistes ou de personnes tout à fait documentées. Donc je vous prie d'ailleurs d'avance d'excuser mon propos. Par contre, j'essaierai de donner un éclairage avec la politique, avec notre région, la politique agricole commune et notre région, puis sur la montagne et sur les 2 parcs que vous avez dans l'Isère, que nous avons dans l'Isère. Alors, moi je voudrais d'abord vous dire que revenir sur une politique agricole, d'abord dire que c'est la seule que nous ayons, la seule politique que nous ayons vraiment depuis le début de l'époque de l'Europe. C'est une politique effectivement tout à fait importante, elle est à peu près de 40%, qui vaut à 40% du budget de l'Europe, et en même temps c'est une politique où on est peut-être un peu à la fin d'un cycle. C'est pour ça que vous êtes vraiment, on est un peu au milieu j'allais dire, d'une période qui va être tout à fait intéressante, puisque la Commission a fixé les principes de la liste d'une nouvelle politique agricole européenne qui devrait se décider autour de 2012 pour être mise en route à partir de 2013, dont on connaît quelques grandes lignes, mais absolument pas les détails de financement, et pour cause, puisque vous savez qu'actuellement, on n'a pas les contributions des États, et que la discussion sur la contribution des États qui a eu lieu en 2005-6 était effectivement inférieure à ce qui était souhaitable. On parlait du 1% de contribution des États, et finalement on est resté très en dessous. On est resté en dessous en ayant quand même 27 pays dans la politique, j'allais dire, dépendant de la politique et de la politique agricole commune, alors qu'on avait auparavant 15 pays qui, j'allais dire, bénéficiaient de ce budget. Donc je pense que il y a un débat constant sur est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on ait une vraie politique de recherche européenne, est-ce qu'il faut prendre sur la politique agricole commune, comment il faut faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a un double enjeu, c'est-à-dire du montant et de la part que représentera dans l'avenir la politique agricole dans le budget européen, mais aussi peut-être de sa configuration, y compris par rapport à d'autres politiques, parce que quand on parle d'innovation, souvent on oublie les questions agricoles et de développement rural. Or, les questions agricoles, de développement rural, les questions d'alimentation vont devoir, j'allais dire, aussi bénéficier ou travailler avec peut-être une vision plus innovante, y compris beaucoup avec le secteur de la recherche. Donc je voudrais simplement redire deux ou trois choses. C'est vrai qu'on est passé... cette politique agricole a été souvent beaucoup décriée. On verra tout à l'heure que si on l'a supprimée en Rhône-Alpes, je crois qu'on supprime en même temps les agriculteurs. Vous verrez qu'elle a une part très importante dans le revenu des agriculteurs. Par ailleurs, les agriculteurs, on perd chaque année un nombre d'agriculture considérable. Moi, je me souviens quand j'ai travaillé sur la politique d'installation, c'était autour de 2006-2007, pour mettre en place la contribution de la région Rhône-Alpes à la politique d'installation, savoir comment on allait faire, 2005, 2006, 2007. Eh bien, les premières estimations que j'avais, les anciennes estimations étaient à 56 000. Quand on a fait faire le travail d'étude pour essayer d'avoir un bon diagnostic sur la région, on était déjà à 40 000. Et les perspectives qu'on nous donnait n'étaient absolument pas réjouissantes sur le nombre d'agriculteurs. Alors on pourrait dire que finalement, il y a moins d'agriculteurs, mais il y a une concentration plus grande des exploitations. C'est vrai dans d'autres régions, c'est beaucoup moins vrai, on le verra, dans notre région, qui a des particularités géographiques, juste la montagne et d'autres spécificités climatiques, etc. Vous verrez que c'est une région un petit peu particulière. Alors la politique agricole commune, on peut dire qu'on a à peu près 3 étapes. On a vécu 3 étapes. Je vais être extrêmement brève sur cette partie un peu générale. Mais pour dire que la première partie, c'était un peu d'abord nourrir l'Europe, sécuriser les approvisionnements, fournir à l'ensemble, c'est la période un peu après-guerre, fournir aussi une alimentation satisfaisante et de qualité aux Européens, et puis en même temps moderniser l'agriculture et la pérenniser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur la sécurité alimentaire, sur le respect de l'environnement, sur du bien-être, mais en même temps, moi je dis la question aujourd'hui de la production et de la sécurité alimentaire, c'est pas simplement la sécurité au regard des risques sanitaires, c'est aussi une sécurité tout court, va se poser, à mon avis, se posera dans les années qui viennent. Moi, je dis souvent, j'avais demandé à Jean-Jacques Quiral la délégation sur l'agriculture en 2004, en disant il faut mettre en place une politique très stratégique pour Rhône-Alpes, même si on n'a pas énormément d'argent. La politique régionale, c'est 36 millions d'euros, donc c'est très faible par rapport aux milliards de la politique européenne. Mais par contre, c'est effectivement une politique qui peut être un peu levier par rapport à un certain nombre d'items ou d'objectifs. Et je crois, aujourd'hui, qu'une des questions pour les villes, pour les agglomérations, pour les élus, sera aussi de répondre à cette question alimentaire. On commence à le voir avec le maintien d'outils. Je renvoie sur la question des abattoirs, des plateformes, sur la question de l'organisation des circulations et des flux, etc. Donc une première étape, en fait, qui a été un peu, on peut dire, jusque dans les années 70, qui a été de produire plus, de garantir des prix planchers, d'accompagner, j'allais dire, les exportations, taxer un peu les importations, qui était un peu de protéger cette agriculture. Puis dans les années 80, la mise en place des quotas laitiers. Le quota laitier, c'est 84, qui nous a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 84, c'est vrai qu'on assistait à beaucoup de manifestations sur la mise en place des quotas, comment vous allez bloquer la production. Et puis maintenant, on les réclame, ces quotas laitiers, parce qu'ils étaient, entre autres, pour une région comme la nôtre, assez utiles. Alors, je prends toujours cet exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question du lait dans la période toute la période 2009, sur Rhône-Alpes. C'est aussi, quand vous avez une production laitière, on peut la faire de 2 façons. On peut la faire en mettant, on y reviendra, des vaches dans des prés de manière extensive, etc. Et avec une qualité de lait, avec un troupeau, avec
des races différenciées, etc. Puis on peut mettre, j'allais dire, des usines à lait avec des vaches qui produisent de manière massive dans des boîtes bien construites, etc. Voilà, donc on peut faire de la production laitière de manière très différente. Et notre région, bien évidemment, elle est plutôt concentrée sur l'élevage. Il y a quelques productions un peu intensives, mais quand même, il y a essentiellement un lien avec l'espace et un lien, on verra, sur les productions de montagne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait très bien, et quand je regardais les problèmes que nous pouvions voir en Rhône-Alpes, hein, on a eu plusieurs crises, y compris la fin d'entreprises qui étaient des entreprises de régulation au niveau régional. Eh bien, quand on regardait un peu ce qui pouvait se passer, on voyait très bien qu'on pouvait avoir une concentration, et il peut encore y avoir une concentration, par exemple, de la production laitière sur l'ouest français, avec une disparition de la production dans nos zones, parce qu'effectivement, beaucoup moins intéressante et beaucoup moins compétitive, et donc effectivement avec une concentration. Et moi, j'avais à l'époque répondu favorablement à la mise en place du centre de recherche qui est dans la Loire, je crois que c'est à Talaudière, qui était le centre de recherche de Sodial, parce qu'effectivement, en disant, plus on maintiendra le centre de recherche en Rhône-Alpes, plus on maintiendra également les entreprises agroalimentaires. Je vous rappelle qu'elles sont quand même très importantes autour de Vienne et qu'elles représentent un nombre d'emplois considérable. En Rhône-Alpes, quand même que vous ayez un peu en tête, c'est que les exploitations, on va dire autour de 45 000 maintenant, et on a à peu près 56 000 emplois dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça veut dire effectivement aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui transforment, de petites entreprises, mais aussi quelques grandes entreprises. Donc on a participé, la région a participé par exemple à des modernisations, notamment autour de Vienne, pour qu'on produise de la demi-bouteille, ou donc sur les lignes de production, ou pour aussi le centre de recherche de la Talaudière. Donc ça veut dire effectivement là, par contre, c'est un bon exemple d'une intervention régionale pour essayer de conserver une filière un peu dynamique, et on a beaucoup travaillé sur l'ensemble de ces questions, y compris la nouvelle petite brique, là, le lait produit en Rhône-Alpes, qui est sortie. C'est un peu parce qu'on a essayé de trouver une valeur ajoutée dans notre région pour justement maintenir de l'élevage extensif dans nos zones de montagne. Vercors-Lait, qui est sur le Vercors, qui est la seule coopérative du Vercors, à la fois a passé une partie de sa production en bio pour dire aussi, et transforme une partie des produits bio, et sur le reste de sa production, c'est repris par Sodial, etc., et est rentré dans le lait, ce qu'on appelle le lait banalisé, rentre sur la production de Sodial, etc., et des productions plus classiques, plus industrielles. Donc voilà, pour dire qu'effectivement aujourd'hui, sur l'ensemble de ces questions, c'est des questions qui sont, je parlais des quotas laitiers, puisqu'on en a beaucoup parlé, ça n'intéresse pas tout le monde, on n'est pas franchement toujours sur la même longueur d'onde, il y en a d'autres qui sont très contents, qui seront très contents quand on discute avec certains pays du Nord, ils sont très contents, et je ne me souviens plus de son nom, de la commissaire précédente, qui disait très très clairement qu'effectivement, qui était, j'allais dire, pour la suppression des quotas, et qui effectivement défendait l'ensemble de, quelque part, l'industrialisation de la production laitière, qui est le fait des pays du Nord. Enfin, donc, je vais revenir, troisième, quotas laitiers et plafond pour les productions céréalières. Et puis, la troisième partie, c'est les réformes. On en a à peu près, on en a plusieurs. On va dire que, grosso modo, il y a eu une première réforme autour de 92, autour de 99 avec l'apparition de ce qu'on avait appelé le développement rural, c'est-à-dire le deuxième pilier de la PAC. Et puis, en 2003, où on déconnecte les aides des volumes, en faisant apparaître les premières, obligations en matière de conditionnement environnemental, de bien-être animal, etc. Et l'ensemble des questions qu'on peut aujourd'hui revoir
comme des questions de société qui sont portées aussi par les agriculteurs. Il faut rappeler aussi que l'Europe, c'est le deuxième exportateur mondial, c'est le premier importateur, et que donc la PAC, effectivement, c'est un budget très important, 40% du budget total. Un autre chiffre qui, moi, me paraît toujours très important et qu'il faut rappeler, parce que je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur la montagne, sur les parcs, sur les territoires de montagne. 90% du territoire européen est constitué de zones rurales. Il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, puisque les 27 pays, c'est aussi des pays qui sont ruraux pour un certain nombre. Et c'est sur ces territoires que vivent 200 millions d'Européens. Donc on a, je pense que dans notre région en particulier, on a beaucoup de gens dans les agglomérations et dans les villes. On a une vision souvent très urbaine des questions de développement ou de cohésion. Elles sont importantes, mais il faut qu'on ait aussi en tête que l'Europe, c'est aussi autre chose et que ces questions de développement rural sont des questions qui sont très importantes. Alors, je vais, si vous le permettez, faire peut-être un petit saut sur Rhône-Alpes. Sur Rhône-Alpes, c'est 8 départements qui ne sont pas tous montagneux, mais avec des montagnes dans le Jura, des montagnes autour du Massif central, avec des montagnes autour des Alpes, des exploitations plutôt petites, à peu près 2/3 de la moyenne nationale. On avait, de mémoire, je crois que c'était à peu près 40 hectares, hein, on avait en moyenne, avec des exploitations très petites, quelquefois en milieu urbain. Un autre chiffre qui moi, m'avait frappé quand je travaillais sur l'installation, plus de 60% des installations se faisaient en zone périurbaine. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a des agglomérations qui se sont beaucoup étendues. Et donc, on a des choses qui se mêlent beaucoup avec, effectivement, aujourd'hui, des installations, des gens qui s'installent et qui sont en zone urbaine. Et puis, un autre chiffre, je crois qu'il était aussi de l'ordre de 60%, qui était que les jeunes agriculteurs ne s'installaient pas forcément, je veux dire comme ça, ne s'installaient pas forcément sur les terres de leurs parents et ne venaient pas forcément de l'agriculture. Ça veut dire qu'on n'était plus dans le schéma qu'on a connu de reprise des exploitations, d'abord parce que quelquefois les parents continuaient à y travailler, et puis quelquefois parce qu'il fallait effectivement que les jeunes, enfin les agriculteurs s'installaient sur d'autres territoires, mais ils ne sont pas forcément non plus, j'allais dire, deux familles d'agriculteurs ou de paysans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de gens, et en Rhône-Alpes c'est assez important, qui s'installent. Moi j'ai vu, on a vu je donne un peu des profils, quelqu'un qui a fait des études, homme ou femme, qui a travaillé quelquefois un certain temps dans des métiers très différents, hein. Ça peut être de la communication, ça peut être l'informatique, etc. Et qui vient à la terre, ou revient à la terre parce que son grand-père était, qu'il a envie, etc. Mais avec des configurations d'exploitation qui sont souvent très pensés sur le plan économique. Et ça, on a un certain nombre d'exemples qui sont extrêmement intéressants, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur, je suis sur de la monoproduction, mais sur une composition, et en général, ce sont les exploitations qui tiennent le mieux, une composition de l'exploitation, on fait de la transformation, on a essayé de regarder comment économiquement on pouvait effectivement faire en sorte je vais dire, vivre de l'exploitation et pas simplement de l'aide. Néanmoins, vous verrez les chiffres dans quelques minutes, ils sont quand même, quand on regarde les moyennes, pas tout à fait satisfaisants. Mais par exemple, c'est vrai que c'est ce type d'exploitation que nous, on a essayé de favoriser, y compris par l'installation, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui s'installent, qui en général prennent des crédits extrêmement importants, bien que ces installations-là soient aussi pensées économiquement et accompagnées, qu'on accompagne, j'allais dire, les gens qui s'installent sur cette idée qu'un jour peut-être il y aurait des aides moindres et qu'il fallait effectivement regarder quelle était la possibilité d'avoir une réelle production qui fasse vivre une famille. Donc sur des petites exploitations, un produit brut par hectare qui est à peu près celui de la moyenne nationale, des actifs plus importants, plus 41%,
que la moyenne nationale, un produit brut par actif qui est à peu près de 70%, et puis bien évidemment la montagne qui porte beaucoup de handicaps et donc des coûts de production plus importants. Quand on regarde, on compare l'ensemble des régions, on s'aperçoit que Rhône-Alpes est la première région en termes de diversité agricole. Alors c'est vite fait, hein, vous faites le tour des départements, vous passez dans la Drôme avec les fruits, premier département de production bio. Vous allez dans l'Ain, vous passez par la Savoie, la Haute-Savoie, avec des spécificités que vous connaissez tous, fromagères, avec des AOC connus, mais avec aussi, des particularités fortes, notamment une montagne très, très prégnante. Et puis vous passez par l'Isère, où là l'Isère est un département extrêmement intéressant puisqu'il a d'un côté de la montagne, de l'autre côté de la plaine. Et quand vous regardez les aides, premier pilier, deuxième pilier, les aides européennes pour le département de l'Isère, ben, grosso modo, ils sont à 50-50. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose où l'Isère bénéficie du premier pilier plus que la Savoie et la Haute-Savoie. La Savoie et la Haute-Savoie, d'ailleurs, sont deux départements qui ont réorienté leur production de manière extrêmement intéressante il y a une vingtaine d'années pour essayer de trouver justement de la valorisation, des appellations d'origine contrôlée, pour essayer de travailler sur la transformation. Ils ont fait une politique très particulière, très spécifique en Rhône-Alpes et qu'ils défendent fortement, et ils ont bien raison. Et puis on a tout à fait une autre culture sur les questions sur l'Isère. On a là pour le coup des céréales dans les plaines, etc., avec des aides européennes importantes, puis des montagnes beaucoup plus pauvres avec des aides beaucoup plus faibles. Donc une très grande diversité, due aussi donc à des diversités climatiques. On n'a pas quand on parcourt, moi j'ai fait ça pendant 6 ans, le département, les départements, enfin la région, dans tous ces départements, du bout de la Loire au bout de la Haute-Savoie, on voit bien qu'on a une région qui est très très particulière et donc qu'il faut vraiment défendre. Parce qu'elle n'est pas du tout, enfin il y a des régions plus simples à défendre que d'autres. Notre région, elle n'est pas très facile à défendre sur le plan agricole parce que justement elle est très spécifique. Et je dois dire que dans la période 2004-2010, on a eu 2 ministres de l'agriculture qui étaient Hervé Guémard à peu près au début 2004, puis nous avons eu après Dominique Bussereau. Alors lui il n'était pas chez nous, mais comme on a eu l'épisode de la grippe aviaire au milieu, il était souvent en Rhône-Alpes, donc on pouvait essayer de contaminer au bon sens du terme sur la politique régionale. Mais, et puis ensuite, bien évidemment, très important, Michel Barnier, qui connaissant bien les politiques européennes, connaissant bien aussi, ayant beaucoup de réseaux au niveau européen, a quand même travaillé pour que la politique de mi-parcours, qui devait être révisée, puisqu'en 2003, donc découplage, etc., mais on devait faire un peu le point en 2007. Et en 2007, donc, il a effectivement permis qu'il y ait quelques modifications, notamment sur les politiques qui ont été un peu plus importantes sur le deuxième pilier et intéressantes pour nous. Donc sur le développement des circuits courts, c'est une politique qui a été aussi beaucoup accompagnée, donc ça c'est aussi une spécificité de Rhône-Alpes. Un quart des exploitations sont en vente directe, 25%. Un 8e avec transformation. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'un peu particulier par rapport à d'autres départements, à d'autres régions. L'importance des signes de qualité, 65 appellations d'origine contrôlées hors la viticulture. On est la première région française en matière d'AOC. 30% qui concerne... En bio, on a 3,7% des exploitations et on représente 10% de la production française. Alors je dis souvent, on a encore des marges de progrès, parce que tout ça, c'est quand même un peu dû au département de la Drôme qui a vraiment une politique extrêmement volontariste. Et puis ça tient aussi à des producteurs qui sont très très volontaristes sur ce type de production.
Mais on a quand même mis en place des politiques qui ont permis une augmentation assez importante du nombre d'exploitations. Et puis, bien des filières qui sont en situation de handicap concurrentiel par rapport à d'autres régions françaises et européennes. C'est le lait, ce sont les fruits. Une région qui est fortement soumise aux risques climatiques, à tous les risques climatiques. Moi, j'ai passé 6 ans à courir de risque en risque. Je disais, c'était terrible. Quand c'était pas le gel, c'était la sécheresse. Quand c'était pas la sécheresse, c'était le risque sanitaire. Quand c'était pas le risque sanitaire, c'était autre chose. Mais c'était, voilà, je parle de la crise. Il y a eu les crises de l'abricot, les crises de. Enfin, on a absolument. Et quand ça n'était pas les crises, c'était les prix. Mais ça, c'était encore autre chose. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un secteur qui est totalement, tout le temps, j'allais dire, en pression et en difficulté. Donc des risques très importants. Ce sujet, on avait essayé de regarder, puisqu'il y avait une idée qui était de travailler sur un risque assurantiel. Et effectivement, nous, on était extrêmement intéressés pour travailler sur un risque, pour accompagner ce risque, parce que sinon, chaque fois qu'on avait un problème de sécheresse ou de pluie, ou de grêle, ou de quelque chose, bien évidemment, les agriculteurs se retournaient vers la région Rhône-Alpes, et ça a été le cas pendant des années. Alors quand les régions, les départements avaient de l'argent, tout ça était plus facile, mais plus l'argent est rare, plus voilà, ça devient difficile. Donc on a commencé à regarder comment on pouvait accompagner, j'allais dire, des assurances. Et c'est vrai que là, ça voulait dire que certaines filières auraient bien évidemment, suivez mon regard céréalière, pouvaient peut-être accompagner, j'allais dire, plus fortement d'autres filières qui étaient plus soumises à des risques. Et là, je peux vous dire que c'était, nous on était gagnants sur toute la ligne si on était arrivé à ça, mais malheureusement, voilà, ça c'est une discussion qui a été un peu au milieu qui s'est arrêtée un peu au milieu du chemin. Il y a une très grande concurrence sur le foncier agricole, ce que je disais tout à l'heure sur le périurbain, sur les infrastructures, aussi sur la montagne. On a aussi peut-être pas du tout fait attention à la façon dont on consommait la terre. Donc on a construit quelquefois sur des zones plates, y compris en montagne, et puis on a oublié que quand on était dans des zones de pente, c'était plus difficile de les cultiver. Et c'est une vraie réalité encore aujourd'hui sur nos PLU. Je crois qu'on commence à revenir un peu sur l'ensemble de ces questions-là, mais la question de la terre comme outil de production, c'est-à-dire du maintien d'un outil de production de bonne capacité et de capacité et de rentabilité, ben c'est un vrai enjeu pour nous ici, dans cette région, dans ce département, mais aussi en Savoie, sur les autres départements. Donc une région qui est fortement, où l'espace est en très forte concurrence. Et je pense que, je fais une petite parenthèse, mais je pense que ce qui se passe et les discussions qu'il y a aujourd'hui autour de la réorganisation territoriale doivent aussi se regarder en fonction de ces objectifs-là, qui sont des objectifs quelquefois contradictoires et donc portés de manière différente par les acteurs. Un grand bassin de consommation urbain et touristique, ça c'est une vraie chance, c'est-à-dire que je prends un exemple, pour la production ovine, je crois qu'on doit produire à peu près 25-30% de ce qui est consommé en Rhône-Alpes, donc on a une marge de progrès, on pourrait élever beaucoup plus d'ovins. Et puis la deuxième région française en nombre d'établissements d'industrie agroalimentaire, assez bien répartis sur le territoire. En matière de politique agricole commune, on reçoit à peu près 430 millions d'euros, les agriculteurs, on va dire, d'euros par an. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Aujourd'hui, sans PAC, il n'y a plus d'agriculteurs en Rhône-Alpes. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, mais les aides j'allais dire, sont souvent plus importantes que le revenu. Et pourtant, les aides, on sait très bien qu'elles ne constituent pas une assurance, puisqu'on sait que cette politique, elle peut être effectivement tout à fait remise en cause en fonction de ce que je disais tout à l'heure et des objectifs que peut se donner l'Europe. Et puis, en fonction aussi de la volatilité des prix agricoles, on voit bien qu'aujourd'hui,
les choses peuvent bouger très très rapidement et que la spéculation sur les matières premières ou même sur les produits agricoles est une spéculation qui est très forte. Alors, sur le deuxième pilier, on a 31% des soutiens qui ont été reçus au titre de la montagne, 19% pour ce qu'on appelle les indemnités compensatoires de handicap naturel, les ICHN, 6% pour l'élevage herbagé, la prime à l'herbe, 2% pour l'installation, 2% pour les bâtiments d'élevage, ce qu'on appelle aussi les MAE, c'est-à-dire les mesures agro-environnementales, mais qui accompagnent beaucoup, on va dire, les zones Natura 2000 et l'ensemble des secteurs, on va dire, plus particuliers. Et puis après 1% au niveau des autres dispositifs du plan de développement du PDRH, c'est-à-dire je ne sais jamais, plan de développement régional hexagonal, c'est-à-dire qu'en fait la France, 2 minutes quand même, la France n'a jamais voulu régionaliser ses aides, contrairement à d'autres pays. Donc elle reste sur un plan national. Ce plan national, il est élaboré donc, au niveau national. Il est descendu un petit peu. On a donné des avis en région, mais des avis très, très limités. On a plutôt essayé de construire, d'ailleurs le programme de la région, on l'avait construit comme ça, c'est-à-dire qu'on a mis en place des politiques, puis on a dit on va aider, par exemple, moi j'avais dit très clairement, il faut accompagner les industries agroalimentaires. Donc on a mis de l'argent sur les industries agroalimentaires et on a bataillé pour avoir de l'argent de l'Europe en face. Parce que vous savez que sur notamment le deuxième pilier, il faut qu'on soit en gros à 1 pour 1. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut pour qu'il y ait un euro de l'Europe, il faut 1 euro qui vienne soit de l'État, soit des collectivités territoriales. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça donne des maquettes qui sont, quand on explique ça, extrêmement complexes à monter. C'est un casse-tête qui est absolument, qui est très, très, vraiment très difficile. Quand vous faites en plus, vous imaginez que les départements, plus la région, ont voulu travailler sur les politiques agricoles, ça veut dire que la maquette de compensation, enfin j'allais dire du 1 pour 1 a été très très difficile à monter puisque les départements par exemple, il fallait les réunir, voir sur quoi ils voulaient, ce qu'ils voulaient financer, etc. Et moi j'ai eu des discussions, je me souviens on a eu des discussions un peu épiques autour de tout ce qui était bâtiments d'élevage, puisque les bâtiments d'élevage, les départements de gens qui faisaient les bâtiments d'élevage. Moi, je craignais beaucoup que l'État se retire après avoir mis beaucoup d'argent sur cette question-là, donc qui nous laisse payer. Donc, j'ai plus prudente et j'ai dit on ne met pas sur l'argent sur les bâtiments d'élevage, je le mets sur les industries agroalimentaires où là, personne n'y va. Voilà, donc, mais avec des lobbies extrêmement forts. Donc, un plan de développement, ce programme, cette feuille de route nationale. Après, donc, elle est appliquée dans l'ensemble des régions, avec évidemment des discussions qui ont lieu avec l'État. On a des réunions, ce qu'on appelle des réunions interfonds, c'est-à-dire des réunions où on décide ensemble des financements et des accompagnements au titre du deuxième pilier. Hein, j'entends bien, il faut être bien clair, au titre de ce qu'on appelle le développement rural. Donc une politique qui, je le rappelle, comprenait aussi, pour ceux qui connaissent un peu, ce qu'on appelle les fonds leaders, c'est-à-dire vraiment les questions d'aménagement on va dire de développement rural des territoires. Grosso modo, on a, sur les répartitions des aides de la PAC, par exemple, on a à peu près 69 piliers, 69% au titre du premier pilier, grosso modo. Et puis, le reste des aides, on a 14% au titre du volet national, donc européen. Et puis après, on a des aides qui sont 13%, donc volet national État. Deuxième pilier, volet régional Europe, volet régional État, qui se partage un petit peu le reste. Donc ça veut dire que là, quand même, il y a une grande masse qui reste encore autour du premier pilier. La politique deuxième pilier étant relativement encore faible. Voilà, donc
pour vous donner un peu une idée de la politique, agricole actuelle. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur comment la réforme, etc., mais je voudrais revenir peut-être à la montagne. Alors, dans les propositions de réforme aujourd'hui, on a plutôt des orientations pour 2014-2020. On n'a pas d'indication de chiffres. On a des orientations qui ont été données par Dacian Ciolos le 18 novembre 2010. Par contre, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui est très important, c'est que la commission ne va pas être la seule à décider. On va avoir ce qu'on appelle une codécision avec le Parlement européen, donc un rôle extrêmement important de la commission agriculture du Parlement européen. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est la première fois. Et je pense que ça peut donner, en tous les cas, à nos parlementaires, un rôle tout à fait important. Moi, je lisais un peu ce qu'écrivait le vice-président de la commission, qui est Stéphane Le Foll, qui expliquait comment, effectivement, aujourd'hui, il essayait progressivement, par un travail parlementaire, de mettre en place, j'allais dire, un petit peu des choses qui permettraient de faire évoluer la politique agricole. Donc je crois que la période qui s'ouvre et qui va être ouverte jusqu'en 2012 va être une période extrêmement intéressante, pas souvent, j'allais dire, médiatisée, parce que c'est extrêmement compliqué cette politique agricole, que personne n'en parle, mais en même temps, c'est des questions qui vont être effectivement tout à fait majeures en termes d'orientation, puisque ça sera, je le disais, d'abord il y aura une négociation globale sur le budget de la politique agricole commune, comme il y aura une négociation d'abord sur le budget tout court sur le budget agricole commune, et donc sur ensuite les objectifs qui ont été donnés. Alors, sur les objectifs qui ont été affirmés par Dacian Ciolos, c'est assurer la sécurité alimentaire à long terme de l'Union européenne et contribuer à répondre à la demande mondiale, donc c'est soutien et stabilisation des revenus agricoles, compensation pour les régions à contraintes naturelles spécifiques, partage de la valeur ajoutée dans les filières. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur les régions et sur les régions à handicap, entre guillemets, c'est-à-dire les régions de montagne, etc., il y aura apparemment un appui autour sur cette politique. Encourager une production alimentaire variée, de qualité, tout en préservant les ressources naturelles, paysages rural, biodiversité, eau, bien-être animal. Bon, ça, c'est des objectifs qu'on a déjà vus apparaître il y a déjà quelques années, mais qui sont bien réaffirmés. Et en participant à la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire fourniture de biens publics environnementaux par l'agriculture, innovation et croissance verte, action d'atténuation du changement climatique, et puis enfin contribuer au dynamisme des zones rurales, donc par un soutien à l'emploi rural, la diversification des activités et le développement des marchés locaux. Alors pour l'instant, il y a à la fois des choses qui sont affirmées en disant qu'il y aura une intervention plus faible sur la situation, sur les interventions, le maintien sur les outils d'intervention économique, donc une intervention plus faible, sauf en situation de crise. On peut craindre quand même, je dis simplement qu'on soit souvent en situation de crise. Je pense que c'est quand même une des questions qui va être probablement celle qu'on va devoir, qui va être la nôtre. Et puis une deuxième chose, c'est la Commission a renvoyé ses propositions sur le secteur laitier. Elle entend traiter pour la première fois de la question du fonctionnement de la chaîne alimentaire et des rapports de force au sein des filières. Et c'est pour la première fois l'apparition des relations contractuelles, de la transparence, de la régulation des marchés à terme, mais sans toutefois, j'allais dire, aller plus loin sur les dispositifs qu'elle entend mettre en place. Et ce sont bien évidemment des questions qui sont tout à fait importantes. Alors sur l'agriculture de montagne, quand même quelques idées, quelques chiffres, c'est toujours important. C'est 81 000 exploitations dans l'agriculture de montagne française, 52 000 exploitations professionnelles, 16% des exploitations françaises, 14% du surface agricole, 95 000 actifs. Donc c'est une forte spécialisation d'élevage herbager, 80% des exploitations.
dont 30% de bovins lait, 27% de bovins viande, 12% d'ovins. Et donc un poids de l'herbe dominant. 80% d'herbe dans la surface agricole de montagne, en majorité en prairies permanentes. Et puis bien sûr des atouts en termes environnementaux, de qualité de produit, mais aussi des fragilités économiques et un revenu par actif inférieur de 25% à la moyenne nationale. Je crois que c'est des quelques idées quand même pour planter un peu le décor de la montagne. Les exploitations en montagne entre 2000 et 2007, on a eu à peu près 17% de pertes d'exploitation en France globalement. Il y en a eu 13% en montagne, un peu moins. Donc elles sont moins riches, mais elles disparaissent moins vite. Un meilleur maintien de l'emploi en comparaison aux autres zones, mais aussi une productivité du travail qui augmente moins vite. Les exploitations de montagne restent de faibles dimensions économiques. Sur la situation de la montagne, quand on regarde aujourd'hui nos deux massifs, si on revient sur les deux massifs qui sont autour de nous, du Vercors et de la Chartreuse, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près, aujourd'hui, j'ai demandé les chiffres du Vercors parce que je ne les avais pas en tête, on a à peu près le même nombre d'exploitations professionnelles, Vercors ou Chartreuse. C'est-à-dire qu'on a à peu près 450 exploitations professionnelles. Pour vous donner sur les chiffres, on a à peu près 120 exploitations de vaches laitières en Chartreuse. On en a 20% sur les Hauts-de-Chartreuse et 80% dans la vallée. Et on a une trentaine d'entreprises qui livrent à la coopérative des Entremonts. Donc, 2 minutes quand même, par exemple, pour vous expliquer comment on peut mener une politique. La coopérative des Entremonts, il y a quelques années, ça doit être une quinzaine d'années, tous les services demandaient à ce qu'elle soit fermée, en disant elle n'est pas rentable, elle ne sera plus rentable, il faut la fermer, il faut amener ailleurs, etc., etc. Et à l'époque, il y a eu des élus, notamment dans ce secteur des Entremonts, qui ont refusé cet état de choses en disant mais c'est pas possible. Si on n'a plus de production laitière et si on n'a plus de coopérative et si on n'a plus de transformation, on n'aura bientôt plus d'agriculteurs. Parce que ça ne sera pas rentable. Au bout d'un moment, on dira on paye le lait tellement peu cher que les agriculteurs arrêteront et on va avoir des questions fortes de gestion de notre espace. Donc ils ont mis en place une politique sur l'espace en disant on va accompagner les agriculteurs, on vous accompagne, vous les agriculteurs, vous venez gérer l'espace, on vous aide sur cet accompagnement, on vous aide aussi à remettre un peu en place la coopérative et en même temps, on est gagnant-gagnant. On voit bien aujourd'hui, quand vous regardez Beldon, quand vous passez sur Beldon, vous voyez bien qu'il y a des paysages qui se ferment énormément. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de vaches qui viennent paître, on a une augmentation de la forêt. C'est pas de la bonne forêt, c'est vraiment un envahissement un petit peu sur ces territoires. Et donc une fermeture des paysages. Et ouvrir les paysages, c'est aussi une volonté importante en termes d'aménagement du territoire d'accueillir d'autres activités, notamment des activités touristiques. Donc à l'époque, ces élus se sont battus en disant il faut absolument qu'on travaille sur cette question-là. Et ils ont mis en place un travail de gestion de l'espace qui était d'ailleurs financé à l'époque par la région Rhône-Alpes pour essayer d'accompagner l'ensemble de ces agriculteurs. Puis ils ont essayé de maintenir cette coopérative. Aujourd'hui, cette coopérative, elle fait 1 million d'euros de production. Il y a une trentaine d'agriculteurs qui apportent leur lait. Le magasin, fait 1 million d'euros
magasin, parce qu'on a mis en place en fait un magasin de vente à côté qui est ouvert tout le temps, vous pouvez acheter du fromage. Et avec des accompagnements qu'on a pu mettre en place au travers du parc naturel régional, mais aussi d'autres accompagnements régionaux et départementaux. Et aujourd'hui, cette coopérative, c'est un outil économique absolument essentiel, pas seulement sur les Entremonts, mais sur la totalité du territoire du parc. C'est-à-dire qu'on a, ce qui montre bien que finalement, quelquefois, tous les économistes n'ont pas forcément raison. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un acte qui était un acte au départ un peu de résistance. Tout le monde, moi je me souviens, tout le monde disait c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Bon, en plus, entre-temps, par exemple, il y a quelque chose avant, on payait les gens on payait les agriculteurs, et le petit lait des agriculteurs, parce qu'on mettait le petit lait dans les produits de beauté, etc. Tout ça. Maintenant, il faut payer pour qu'on vienne le chercher. Donc, par exemple, ils ont travaillé, ils ont mis en place un système de chauffage avec le petit lait, qui a été de méthanisation, qui a été un système qui a été soutenu par le parc. Donc, on utilise le petit lait dans la méthanisation, donc on réchauffe comme ça pour faire le fromage avec l'utilisation. Voilà, donc une utilisation de l'énergie. Donc il y a eu tout un travail, mise en place du magasin, travail sur le territoire. Et quand vous allez dans les Entremonts, si vous arrivez par le col du Granit, regardez l'espace. C'est un espace qui est resté ouvert, qui est resté vraiment ouvert par rapport à d'autres territoires. C'est assez impressionnant, qui est ouvert et entretenu. Et donc, qui aujourd'hui, on ne peut jamais dire qu'on a sauvé l'agriculture, mais en tous les cas, aujourd'hui, ces agriculteurs, ces familles d'agriculteurs vivent en tous les cas aussi avec cette coopérative. Donc on a, quand on regarde, 120 exploitations de vaches laitières, on a 130 exploitations viticoles, c'est toute la partie qui est sur les marches et sur le secteur ce secteur de Savoie-Isère, Savoie-Chapareillan. Et puis donc ça fait 120 et 130, ça fait 250. Vous voyez après, il y a quelques exploitations qui sont diversifiées, une cinquantaine, qui font du miel, des plantes aromatiques, du maraîchage, des fruits. Voilà. Mais donc essentiellement une production laitière. Et quand on regarde sur le Vercors, c'est la même chose, c'est essentiellement une production laitière, avec des diversifications qui sont quand même très importantes. C'est-à-dire qu'il y a eu par exemple un travail qui a été fait d'accompagnement par le parc et par un certain nombre d'acteurs sur la vente directe. Aujourd'hui, dans le Vercors, c'est à peu près 30% des agriculteurs qui sont en vente directe. Ce sont des acteurs qui sont 12% des agriculteurs qui sont en production bio. Donc des gens qui ont essayé de trouver comment ils pouvaient, j'allais dire, avoir des marges économiques plus importantes dans leur production. Essayer là aussi de travailler, pas parce que les agriculteurs ils n'ont pas envie d'avoir que des aides, ils ont envie d'être aussi des acteurs économiques et voilà, et que la situation telle qu'elle est au regard des prix ne leur plaît pas énormément. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple de la politique agricole, les aides directes aux exploitations en Chartreuse, j'ai fait faire ce travail aujourd'hui, au titre du premier pilier, ce qu'on appelle les droits à paiement unique. Seules sont concernées les exploitations laitières, je vous rappelle que ça c'est 2002, c'est une référence historique, donc en gros on disait combien vous touchez, hein, et puis vous allez toucher ça, c'est-à-dire qu'en fait en gros vous allez avoir un chèque de temps, et puis la France a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de marchandage de DPU, qu'on ne transfère pas, j'allais dire, les DPU, etc. Donc ça a été des questions, mais en même temps, les agriculteurs disaient mais comment on peut déconnecter des aides de la production? On va bientôt rester chez nous et on sera payé à ne rien faire. Ça, c'est pas acceptable. Donc il y a vraiment aussi des réactions très très vives par rapport à ces aides. En rappelant aussi que il y a une très grande disparité entre les productions, donc les céréales par exemple ont bénéficié de DPU très forts et puis une très grande aussi disparité entre les régions de plaine et de montagne. Les exploitants bovins viande touchent une prime spéciale qu'on appelle la prime de maintien de troupeau de vaches à allaitement qui est couplée à 100%, c'est-à-dire que
c'est un rapport au nombre réel de bétail que vous avez, de têtes que vous avez. Et puis des exploitations ovines qui sont couplées, mais elles, qu'à 50%. Et au titre du deuxième pilier, on a ce qu'on appelle des indemnités compensatoires de handicap naturel, des ICHN qui sont financées par les États, de la primaire bâgère agro-environnementale, des IMAET pour les exploitations ayant signé des contrats en zone Natura 2000. Alors, par exemple, je vais vous donner des exemples. En 2007, c'est des données nationales. Sur les grandes cultures, sur les revenus, on avait à peu près 40 000 euros qui était le revenu moyen des exploitants agricoles et 32 000 euros d'aide. Sur l'élevage viande montagne, on avait 17 500 euros de revenus et 35 500 euros d'aide. Et sur l'élevage lait montagne, on a 15 100 euros, c'est-à-dire un revenu encore plus faible, et 25 000 euros d'aide. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le jour où, dans cette région, on supprime la politique agricole commune, on supprime l'agriculteur. D'où la discussion très importante qu'il faut avoir, et l'importance, y compris pour une région comme Rhône-Alpes, d'avoir des débats sur la politique agricole, de se positionner dans le débat européen, et de se positionner donc, au niveau national et dans le débat européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce pays, on est un peu pas bien, puisque comme on n'a jamais fait de régionalisation des aides, contrairement à d'autres, c'est-à-dire à l'Italie ou à l'Espagne, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on va rester dans une négociation avec une négociation nationale qui va être beaucoup plus difficile. D'où la discussion des régions françaises aujourd'hui qui disent qu'il faut régionaliser les aides de la politique agricole commune et nous donner les moyens, avec quand même quelques petits soucis aujourd'hui, puisque comme le dit le directeur de l'agriculture, attention au deuxième pilier, puisqu'il y a quand même des aides de l'État qui viennent dans le deuxième pilier, dans le 1 pour 1, donc faisons attention à ne pas nous faire avoir, parce que là on ne pourra même plus accompagner les aides européennes. Donc des questions qui sont effectivement tout à fait importantes pour notre région. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une augmentation, en gros, avec les mises en place, la revalorisation de 2007, le travail qu'a fait Michel Barnier, à peu près de 10% du revenu, concrètement, quand on regarde les exploitations de Chartreuse ou du Vercors. Voilà, donc moi je vais peut-être m'arrêter là, parce que c'est pas... c'est bien qu'on puisse échanger. Mais dire que vraiment, pour la région Rhône-Alpes et pour les régions qui sont nos régions de montagne, et donc qui sont des régions où effectivement l'agriculture, c'est la première activité. Le jour où vous n'avez plus d'agriculteurs, ça veut dire que vous avez tout un réseau économique qui tombe. Et notamment ce que je disais sur l'entretien des terres. Aujourd'hui, y compris sur certaines pistes de ski, vous voyez des troupeaux, etc., parce qu'il y a des apports entre certaines stations et certains agriculteurs. C'est le cas sur un certain nombre d'endroits où vous voyez des vaches l'été dans les grandes stations. Parce que, par exemple, bêtement, quand les vaches sont sur ces sols, ensuite, on a un terrain qui est mieux préparé que si on le traite mécaniquement. Donc, il y a un certain nombre d'intérêts par rapport à l'ouverture du paysage, par rapport à l'activité économique, qui reste quand même la première activité sur le développement rural. Et aujourd'hui, on est un peu sur des structures qui sont des structures, on voit bien même quand on accompagne économiquement, je regardais le parc du Vercors avec les fermades, avec un travail d'ouverture, avec un travail de sensibilisation sur la villarde qui a été faite, et puis maintenant des villardes qui apparaissent de plus en plus dans les troupeaux, un travail qui a été fait aussi sur des troupeaux... Vous savez que les Savoyards disent, dans un troupeau, quand ils parlent des Holstein, ils disent on en met une juste pour laver les appareils quand on a trait. Ils veulent dire par là qu'en fait, la qualité du lait, ils sont très attachés à la question de la qualité du fromage, etc., avec les AOC, n'est pas du tout la même. Et la qualité, voilà, donc il y a beaucoup de questions autour de ça, et c'est vrai que donc aujourd'hui la question des races, la question de la variété des troupeaux, c'est une question qui est extrêmement
aussi importante et qui doit être maintenue et qui n'est pas du tout aujourd'hui portée dans le public. On s'en fout un peu que les vaches soient blanches et noires ou qu'elles soient rouges ou qu'elles aient des dessins, mais en même temps derrière il y a des questions de qualité nutritionnelle très importantes et puis de qualité de produit et qu'il faut là aussi défendre, puisque bon, les Français ont un peu développé cette question d'appellation d'origine contrôlée et de qualité, et que pour nous, en tous les cas, refaire le lien entre la production et l'alimentation, c'est une question très importante dans une région aussi où il y a quand même beaucoup de chefs, une gastronomie importante, une cuisine aussi qu'on souhaite défendre. Il y a donc aussi des réseaux, j'allais dire, qualitatifs à mettre en place, y compris sur l'industrie agroalimentaire. Moi, je crois beaucoup à cette question-là. Je me suis beaucoup battue pour qu'on mette en place un cluster agroalimentaire. Ils sont en train de ils sont beaucoup ondulés, mais ils sont en train de le mettre en place et de finaliser ce travail, parce que je crois qu'on a besoin de travailler sur ces questions-là de manière un peu intelligente et innovante, et que c'est une des économies quand même majeures pour notre région, et la production agricole et l'industrie agroalimentaire. Et dans une société où la question de l'énergie, la question du transport est une question forte de décision, ça veut dire que ces questions-là vont redevenir des questions tout à fait essentielles pour nous tous. Merci. Merci. Merci de nous avoir éclairé sur des sujets bien techniques, sur beaucoup d'aspects. J'espère pas être trop, mais bon. Mais c'est indispensable, je crois. N'est-ce pas, Alain, Laurent? Hein, c'est très technique, hein. C'est presque ton cours. Hein. C'est la politique agricole. Il y a sûrement des questions. C'est moins bien que son cours, sans doute. Je ne sais pas. Non, c'est autre chose. Mais il a beaucoup plus de temps. Il a plus de temps. En plus, il n'a pas seulement 1 heure pour s'exprimer. J'avais en fait 2 questions. La première, si j'ai bien compris, donc le pilier 1, c'est le paiement direct, c'est-à-dire Reste bien devant le micro. Les agriculteurs perçoivent économiques directement une aide. Et donc, à l'heure actuelle, ça se passe selon des critères qui sont définis au niveau européen, c'est ça Oui, avec des négociations qui sont faites par chacun des États. D'accord, donc l'argent transite d'abord par les États et... Oui, c'est la DRAF qui reverse aux agriculteurs... Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. D'accord, de l'agriculture et de la forêt, qui est distribuée aux agriculteurs. Quand les agriculteurs disent qu'ils ont trop de papiers à faire, c'est souvent pour percevoir ces aides-là. C'est les papiers que leur demande l'administration locale, nationale ou régionale en tout cas. Et ça, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui favorise les produits piliers des entreprises productivistes, qui est de l'agriculture intensive. Schématiquement, on peut dire ça. Pas que, mais oui. Par exemple, les indemnités compensatoires de handicap naturel qui reviennent à l'agriculture de montagne, elles sont sur le 2e pilier. Oui, et là, le 2e pilier signifie un engagement aussi à 1 euro européen, voilà. 1 euro... alors, pas sur les ICHN, mais sur le reste du 2e pilier. Le reste du 2e pilier, d'accord. Et donc, ce qui est en cause dans la politique agricole commune, excusez-moi de poser ces questions, mais c'est pour ce qui est en cause de ce vers quoi se dirige la politique agricole commune, c'est un rééquilibrage. Rééquilibrer au profit de ce qui est plutôt défense de l'écologie, de l'environnement, et au détriment, parce qu'il faut qu'il y ait un détriment de l'agriculture qui de toute façon est rentable, sans avoir d'aide. Qui n'est pas non plus. Qui n'est pas non plus. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, on l'a bien vu, c'est qu'il y avait effectivement des aides qui allaient à des gens qui favorisaient, on va dire, des exploitations beaucoup plus grandes, très importantes, une concentration d'exploitations, qui rachetaient... Au céréalier, on pense. Voilà, 300 ou 400 hectares, etc. Parce que plus on avait d'hectares, plus on avait de primes. Donc il y a eu un effet de concentration. Et en même temps, moi je pense que les soutiens économiques sont importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans quelque chose qui disparaisse complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être revoir les distributions, mais toutes les productions n'ont pas été... Dans la PAC jusqu'à présent, toutes les productions ne sont pas touchées. C'est effectivement le céréal. Par exemple, la viticulture ne touche pas d'aide.
Il y a les fruits et légumes, pas non plus. Enfin, il y a plein de secteurs qui n'ont pas d'aide nationale, qui pourront, on pourrait peut-être revenir là-dessus, etc., et se dire que c'est peut-être aussi important. Mais par contre, il y avait effectivement une aide, parce que les céréales, c'était une activité d'export. Mais en même temps, quand on regarde la volatilité des prix, le fait effectivement qu'on ait des matières premières qui bougent aussi très fortement, ont eu des conséquences. Par exemple, en 2000, je ne sais plus si c'est 2007 ou 2008, où on a eu une baisse du prix des céréales, qui était vraiment une baisse des revenus des céréales, qui a fait que, d'ailleurs, c'est 2008, puisqu'en 2007, la discussion avait commencé, Barnier avait essayé de rééquilibrer, etc., et de reprendre un peu pour que le deuxième pilier bénéficie un peu plus de financement. Et les discussions ont été menées juste à temps, parce qu'après, il y a eu une baisse des prix des céréales, et donc les céréaliers sont remontés, j'allais dire, un peu écrémés. Mais par contre, derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on pourrait avoir sur un certain nombre d'exploitations, qui sont aujourd'hui toutes en céréales, on pourrait avoir d'autres types de production, notamment de production de légumineuses, de production différentes, qui pourraient tout à fait, si elles étaient aidées, venir aussi accompagner d'autres types de production. Je pense que c'est très important, par exemple, aujourd'hui, de dire qu'on a été sur une production de céréales, on n'a par exemple pas de production de soja en France. On n'a pas de production. Et quand on regarde sur la on a travaillé à un moment donné en Rhône-Alpes beaucoup pour regarder comment on pouvait faire pour avoir du soja qui soit sans OGM. C'est-à-dire c'est vraiment sans OGM. Aujourd'hui, on a des productions qui sont des productions certifiées, AOC, etc. Et en même temps, on est obligé d'importer le soja d'autres pays où les filières, par exemple non OGM, comme au Brésil, sont relativement fragiles. Donc ça veut dire qu'il y a les producteurs, d'ailleurs, disaient, nous on veut vraiment sécuriser la nourriture qu'on donne à nos animaux, et ce travail-là aujourd'hui, en Rhône-Alpes, mais en France non plus, il n'y a quasiment pas de production de soja, il n'y a pas eu de relance de production de soja. Ça veut dire qu'effectivement, on pourrait très bien dire, on va pas seulement accompagner les céréales, mais telle ou telle autre production. Ça, c'est aussi une discussion qu'il peut y avoir dans le cadre du produit. Les aides économiques, moi je pense qu'elles sont importantes et elles sont nécessaires. Mais en même temps, il faut les recibler, redonner les axes, et puis sur certaines productions. Ouais, la question que je voulais poser cette fois-ci moins précise, c'était sur la politique de la montagne en prenant les Alpes, parce qu'il y a quand même plusieurs pays concernés, l'Italie, l'Autriche, etc. Et est-ce que là on a des exemples de politiques très variés, parce que le dispositif européen permet finalement aux États de faire des politiques nationales, en fait, si j'ai bien compris. Et là, j'étais en train de réfléchir. Par exemple, parce que je ne connais pas bien la Suisse, mais ce que j'ai vu de la Suisse, un pays qui n'est pas très loin, j'ai l'impression qu'il y a une agriculture qui est très bien équipée et très en altitude, donc un investissement très très subventionné, bon, en étant de l'Union européenne, mais là on a un exemple d'agriculture très subventionnée, j'imagine, par l'État. Et puis je pensais à est-ce que l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, en Allemagne par exemple on voit moins de vaches en Allemagne peut-être qu'en France, mais peut-être les agriculteurs n'acceptent pas de vivre avec les revenus qu'ils ont en France, je ne sais pas. Est-ce que là il y a une vision très claire au niveau régional de ce que sont les politiques dans les différents secteurs montagnards? Est-ce que pour autant la montagne est moins bien entretenue dans des pays qui veillent moins à maintenir une agriculture de montagne? Bon, c'est des questions pour moi très ouvertes, hein, parce qu'il faudrait savoir lire les paysages, ce que je ne sais pas trop faire, mais c'est une question que je me pose. Oui, mais je pense que c'est... D'abord, il y a eu des applications très différentes. Quand vous allez en Italie, par exemple, vous n'avez pas du tout eu la même politique, vous avez une politique beaucoup plus régionalisée. Vous avez beaucoup... Il y a eu visiblement des accompagnements totalement différents et qui ont effectivement été très profitables sur toute la région du Piémont, etc. Quand vous allez dans ce secteur-là, vous voyez beaucoup de chambres d'eau, d'accompagnement à la ferme. Ça a vraiment un travail sur la grille, l'agrotourisme, je dirais, comme on dit, qui a été fait, qui a été très très important, et avec beaucoup d'aides européennes.
Il y a d'autres pays aussi qui ont eu des politiques régionales. Moi, quand j'allais rencontrer les gens de Catalogne, je leur disais surtout vous ne parlez plus de votre budget, parce qu'entre leur budget et le mien, 36 millions d'euros, le type, il s'appelait le monsieur qui était à côté de moi, c'était ministre, il était voilà, et il avait toutes les aides européennes en plus, c'est-à-dire qu'il redistribuait, ils avaient vraiment un pouvoir très important. Quand ils disent moi, il m'est arrivé dans des réunions où ils discutaient, oui, celui qui venait le voir, c'était le ministre français, c'était pas... voilà. Donc nous, on était régionalement tout petits à côté, hein, alors que la Catalogne, c'est le même grand... c'est une taille comme la région Rhône-Alpes. Voilà, on a des comparaisons tout à fait importantes. Et puis, effectivement, derrière, il y a aussi... Donc moi, on a travaillé, moi j'étais... J'ai été jusqu'à l'année dernière vice-présidente d'une association effectivement qui s'occupait de l'agriculture périurbaine. Cette association, en même temps, il y avait des vraies discussions. Alors moi, j'essayais de faire passer l'idée, on est un peu arrivé sur certains travaux en 2007, qu'en fait, il y avait un vrai intérêt à travailler à la fois sur l'agriculture périurbaine et sur l'agriculture de montagne. C'est-à-dire qu'il y avait des intérêts partagés. Et donc, il pouvait y avoir des réflexions communes, y compris sur les aides du second pilier, parce que que ce soit sur les questions justement d'agriculture périurbaine ou sur les questions de montagne. On a fait notamment à côté de Chambéry un travail avec cette association. On avait fait venir des responsables de la montagne et des responsables divers pour effectivement faire une contribution qui allait un petit peu dans ce sens qu'on a remis Michel Barnier. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des pays qui sont, comment dire, plus, entre guillemets, avec une agriculture plus, moi j'aime pas le mot industriel, mais enfin c'est un peu plus, voilà, avec une production un peu massive, intensive, etc. Mais qui en même temps, donc ne sont pas n'ont pas les mêmes visions que nous du développement agricole, avec un développement agricole voilà, plus industrialisé, mais en même temps, il y a des choses qui se passent sur justement les relations urbaines-rurales et sur la question de l'alimentation et sur la question de la compréhension de ce qu'on peut vouloir mettre en place. Donc il y a en Europe des choses très différentes, mais en même temps, il peut y avoir des points communs de ce type-là, c'est-à-dire des analyses un peu pointues et un peu fines sur des questions qui apparemment sont éloignées, en fait, qui ne le sont pas, on peut trouver des points communs, y compris des points communs d'application, sur la sécurité alimentaire, sur la qualité des produits, sur beaucoup de questions communes qui sont des questions aussi sociales. Mais c'est vrai qu'on a des pays très différents. Derrière, il y a des demandeurs de micro. Monsieur Laurent veut compléter. Il n'ose pas. Oui, madame, je connais mal la politique agricole commune. Et est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont les critères d'attribution des aides dans le cadre du deuxième pilier? Alors ça, je pense que je peux vous donner des indications sur certaines choses, mais je ne peux pas vous préciser la totalité des critères, parce que ça, je pense que je suis incapable de le faire. Alain, tu peux? Je ne sais pas si Alain peut... Alain, Laurent, tu peux aider? C'est-à-dire que les aides du deuxième pilier, vous les avez évoquées, elles sont d'une telle diversité. Oui, c'est ça. C'est un catalogue, les aides du deuxième pilier, qui recoupent des choses extrêmement différentes. Mais tout ce que vous avez évoqué. Vous avez parlé, je crois, des aides à l'installation, des aides à l'investissement, des aides spécifiques à titre d'élevage, au milieu rural. Puis vous avez aussi parlé de l'économie rurale, au-delà de l'économie agricole, c'est-à-dire des secteurs qui sont liés à l'agriculture. Donc, à vrai dire, les critères d'attribution, ce sont des projets en fait qui sont montés par les entrepreneurs, par les collectivités locales. Et les bénéficiaires, ça peut être soit des agriculteurs, soit des collectivités, soit des entreprises rurales. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, dans la majorité des cas, il y a un cofinancement. Alors
le deuxième pilier, c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué à exposer parce que c'est un... Il faudrait des tableaux là. Hein. Ce qu'on appelle la maquette, ce qu'on appelle la maquette du plan de développement. Alors, je vous ai dit, il y a un plan, le PDRH, donc ça c'est le programme, on va dire français, hein, hexagonal, et ensuite on a des maquettes qui sont régionales. Ces maquettes régionales, donc, elles font remonter à la fois donc, les financements des conseils généraux, les financements des conseils régionaux, qui ne sont pas forcément sur les mêmes lignes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, par rapport aux bâtiments d'élevage, et puis les financements de l'État, bien sûr, donc ça c'est pour vérifier qu'on est bien dans la bonne maquette. Et puis, alors, dans la discussion quand même, il y a à peu près, il y a plusieurs niveaux. Il y a premièrement tout ce qu'on appelle les ICHN, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire là qui sont des aides, indemnités compensatoires, handicap, etc., ou la prime à l'herbe, sont des aides qui sont arrivées, qui arrivent pour les exploitations, et là, il n'y a pas de compensation, c'est des aides qui sont apportées selon tel critère, etc. Ensuite, vous avez une batterie d'aides qui sont donc dans ce programme de développement, ce PDRH. Et donc là, c'est région par région. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même maquette. C'est un PDRH national qui a des grandes lignes et avec région par région des programmes différents. Donc effectivement, il y a de l'aide à l'installation, il y a de l'aide aux industries agroalimentaires, il y a de l'aide, enfin il y a toute une série comme ça d'aides. Et alors après, vous avez dedans des critères qui d'ailleurs peuvent ont varié d'une année à l'autre. Ça a été le cas sur certaines politiques. Et puis, enfin, vous avez une troisième manche, si on peut appeler comme ça, c'est ce qu'on appelle les aides au territoire. Et dans ces aides au territoire, vous avez par exemple ce que j'ai appelé tous les programmes leaders, où là, en fait, comment ça se passe? Ça veut dire que ce sont des territoires. Beldon, par exemple, est un territoire leader, sur le Vercors aussi, sur la Chartreuse aussi. Ce sont des territoires qui sont candidats, qui ont été candidats et qui ont porté un projet. Chacun avait un projet, j'allais dire, particulier. Et donc, ils ont soumis leur projet à un jury, qui était un jury composé à la fois du conseil régional et d'experts indépendants et de l'État. Et puis, ce jury a choisi, je crois que c'est 17 territoires en Rhône-Alpes qui bénéficient de ces aides, de ce qu'on appelle les programmes leaders. Et là, qui sont beaucoup plus larges, c'est-à-dire que c'est vraiment du développement rural. Ça peut être des aides culturelles, ça peut être... Voilà. Et on a là aussi un accompagnement, quelquefois, des départements, de la région et de l'État. Donc on a bien, en gros, trois grandes branches, on va dire, voilà, des aides qui arrivent... Alors, avec des instructions très complexes, parce qu'on ne sait pas faire très simple dans notre pays, hein, voilà, y compris au sein de l'État, parce que quelquefois, par exemple, quand on a des aides qui... Alors, je vais un peu vous... Je ne vais pas vous démoraliser, mais là-dessus, on a encore à rajouter une couche, qui a été des aides qui viennent par le Comité de Massif des Alpes, qui bénéficie, le Comité de Massif des Alpes, alors c'est encore une invention nouvelle, c'est qu'on a dit, mais quand même, il y a les régions, il y a les départements, mais il y a quand même la montagne. Il y a quand même la montagne. Donc on a mis en place des comités de massif. Beaucoup sous la pression de l'Association nationale des élus de la montagne, mais pas que, hein, aussi sous la volonté d'élus importants, etc. Donc ce comité de massif, bon, j'en fais partie, je suis membre de la commission permanente, donc je me promène quelquefois entre la Haute-Savoie et Gap. C'est vraiment toutes les Alpes, c'est-à-dire que c'est Alpes du Nord, Alpes du Sud. Hein. Et donc là aussi, le comité des Alpes a aussi des financements, soit ce qu'on appelle le FEDER, du Fonds européen de développement, soit l'ancien FEOGA, enfin voilà, c'est plus FEOGA, mais du FEADER, donc qui porte des financements aussi européens. Donc c'est très compliqué pour arriver à se retrouver dans la batterie d'aides. Et le comité de massif, en fait, alors pour les aides qui ont été celles qui venaient de l'Europe au titre du deuxième pilier, il y a eu un travail qui a été fait avec une certaine
technicité, un travail technique qui a été fait entre les régions, les départements, etc., et l'État, les DRAF. Donc là, il y a eu un travail notamment d'instruction commune de dossiers, il y a eu un certain nombre de choses de simplification. Puis là-dessus, les financements de la montagne sont arrivés, mais eux, ils transitent par la préfecture et plus par les DRAF. Donc ça a été un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez aussi un certain nombre d'aides qui arrivent, et qui arrivent sur des projets, qui peuvent arriver sur des projets de développement touristique, ou des projets aussi de développement liés au pastoralisme, ou à d'autres politiques de la montagne. Mais alors, au niveau des agriculteurs, étant donné cette complexité, comment sont-ils mis au courant des aides auxquelles ils peuvent prétendre? Est-ce qu'il y a, je dirais, des droits qui ne sont pas exercés par ignorance de... Non. Non. Ils sont très au courant. Ils ont aussi ils ont des outils, hein. Ils ont des chambres régionales, ils ont des syndicats, ils ont des sièges. Oui, il n'y a pas que la FNSEA, il y a plein d'autres syndicats. Non, ils sont quand même. Il y a quand même. Alors après, individuellement, il peut y avoir des étudiants formés dans les masters qui forment justement montage de projets pour demander des subventions. Oui, tout à fait. Pardon. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir des lignes qui sont plus ou moins consommées parce qu'elles ont été mises en place avec des critères plus ou moins restrictifs. Par exemple, on l'a vu, hein, on a pu modifier des maquettes, ce qu'on appelle modifier des maquettes, alors modifier des critères d'aide, etc. Parce que des fois, les critères sont tellement restrictifs qu'ils ne sont pas appropriés. Mais du coup, il y a des révisions qui sont faites au fur et à mesure et qui sont appliquées. Une brève question. Juste pour vous dire en quelques mots, nous rappeler le rôle des parcs régionaux, puisque vous êtes présidente du parc de Chartreuse, de Chartreuse du Vercors. Une deuxième question, est-ce que les agriculteurs bio ont quand même un espoir d'arriver à une plus forte autonomie sans tomber dans les modes écolo actuels qui permettrait de libérer un peu de cette énorme bureaucratie qui est quand même effrayante quand on entend tout ce que vous venez de dire. Et puis, troisième question, est-ce qu'à longue échéance, on ne va pas aller vers une diminution de la PAC, du budget de la PAC? Est-ce que ce n'est pas vraiment le problème qui va se poser dans les années qui viennent? Alors, je vais commencer par la fin. Sur la disparition de la PAC, moi, là, actuellement, sur les déclarations de la Commission, la prise de position, le fait qu'effectivement, il y a codécision, etc., les lobbies aussi qui sont importants. La France, voilà, je pense que le choix de Bruno Le Maire n'est pas tout à fait anecdotique. Hein. Je pense que c'est un très bon négociateur européen. Je ne suis pas forcément, je suis pas dans la même case que lui, mais il n'empêche que c'est un très bon négociateur. Il connaît bien l'Europe. Quand on voit comment il a renégocié la dette de la FNSEA sur la question des fruits, je pense que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc voilà, il a été plutôt. Il n'est pas choisi, il le dit lui-même hein, d'ailleurs. Il a le jour quand il pose une question, il a acquiescé sur le fait qu'il fallait mieux être à Bruxelles que dans les salons, dans les étables. Enfin, bon. Ça c'est. Donc sur la politique agricole, voilà, il y a la France, parce qu'on est quand même le premier bénéficiaire. Hein. Ah oui, ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au salon de l'agriculture, c'est quelque chose hein, quand même. Moi, j'ai fait un exercice je continue d'ailleurs, ça fait des années que je vais au salon de l'agriculture, je me soigne avant et après. Mais bon, voilà, c'est un moment quand même de très forte présence. Et quand on regarde aujourd'hui les régions, moi j'ai été aussi très stupéfaite de voir à quel point beaucoup de régions françaises s'intéressaient à la question agricole. Moi je trouve que c'est vraiment un secteur absolument passionnant. C'est le secteur économique complexe par-dessus tout, mais en même temps hyper intéressant. Parce que quand vous regardez chacune des filières, vous avez dans chaque filière, enfin je ne sais pas si vous faites le même constat, vous avez la filière des fruits et légumes, la filière bovine, la filière ovine. Vous avez des règles économiques qui sont toutes différentes. Donc c'est comme si vous regardiez tout le reste de l'économie. Donc je trouve que c'est à la fois très complexe, mais très passionnant, parce que la situation des marchés n'est pas la même, parce que donc vraiment c'est quelque chose de... Et aujourd'hui, quand vous regardez le poids des régions, la présence des régions, y compris pour apporter des choses nouvelles, hein, notamment sur le lien consommateur-producteur, sur les AMAP, ce qu'on appelle les AMAP, c'est-à-dire sur le lien. Par exemple, on parle beaucoup de Terre de Liens. J'ai vu que l'autre jour, Terre de Liens faisait de la pub avec Monoprix. Il y avait un accord Monoprix Terre de Liens.
Je suis très très fière parce que je connais très bien M. Vartena, qui est venu me voir, qui était en Rhône-Alpes patron, il s'est occupé de Cora Bio, de l'organisation des producteurs bio. Il est venu me voir en 2005 et il me dit j'en ai marre, il a un fort accent, il me dit j'en ai marre, dans ce pays en France, là, on va continuer à parler du foncier, il y en a ras-le-bol, il faut faire quelque chose, il faut vraiment agir. Donc il commence à parler, il me dit écoutez, voilà, vous êtes la deuxième région française, la première c'est l'Île-de-France, je suis allé les voir, ils sont d'accord, j'ai un projet, il faut qu'on arrive à monter, et donc il m'expose le projet de Terre de Liens, qui était effectivement, en gros, monter des tours de table pour essayer de racheter un certain nombre d'exploitations, et donc de lutter réellement contre la disparition de l'exploitation et la disparition de terres agricoles. Et donc au bout d'une heure, je lui dis très bien, j'ai mis 200 000 euros de la région Rhône-Alpes sur la table, enfin comme ça, je lui dis, voilà, ok, on va participer à hauteur de 200 000 euros. Il a travaillé pendant un an et il a mis en place Terre de Liens. C'est comme ça que ça a démarré Terre de Liens. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut arriver à, voilà, ça a été la bonne décision, la région comment Île-de-France a mis le même argent, ils ont travaillé sur le projet et donc on est sorti, et aujourd'hui c'est vrai que c'est une opération qui est tout à fait innovante. Donc par exemple ça c'est vraiment, et quand on voit 200 000 euros c'était pas cher, finalement par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, au travail qu'ils font France entière. Donc moi je crois qu'il y a des questions comme ça autour de la production aussi, de tout ce qui est slow food, de tout ce qui est production qualitative. Il y a eu des progrès et il y a eu des évolutions très très importantes depuis. Donc moi je vois pas, je pense qu'il y a eu une montée en charge aussi de ces questions-là, mais dans un bon débat, c'est-à-dire dans un débat où on est justement, les gens, tout le monde s'est un peu approprié cette question de la politique agricole, qui est difficile. Moi, quand je parlais de politique agricole commune avec mes camarades socialistes, des fois je parlais avec moi-même, parce qu'ils n'étaient pas vraiment franchement passionnés, ils étaient passionnés par les trains, mais je trouve que c'est plus le cas. Donc ça évolue. Donc, je suis très très optimiste et je me dis que finalement il faut une bonne politique agricole. Je crois que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut une bonne, mais il faut effectivement la réorienter pour que ça soit une politique aussi stratégique de développement territorial et de réponse aux besoins alimentaires. Ça veut dire en termes économiques. Bon, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, votre deuxième question, c'était, il y avait les parcs et au milieu, vous m'avez dit l'agriculture bio. Alors l'agriculture bio, moi je pense qu'il faut y mettre un petit peu d'argent. On a mis de l'argent en Rhône-Alpes, notamment par exemple pour accompagner tout ce qui était la certification, puisque non seulement quand vous passez à l'agriculture bio, vous avez à peu près 3 ans. Vous avez 3 années de travail, donc vous gagnez moins. Et en plus, il faut vous payer la certification. Donc c'est un peu compliqué. Vous dites aux gens, vous allez passer, puis vous allez gagner. Ce qui n'est pas, j'allais dire, le retour sur investissement derrière, pas complètement, j'allais dire, déterminé. Donc il faut quand même être un petit peu, faire des analyses un peu plus complexes. Donc voilà. Donc on a payé, par exemple, en Rhône-Alpes, Cora Bio pour qu'il fasse un travail de diagnostic des exploitations. Tout le monde ne peut pas passer en bio. Et il ne faut surtout pas envoyer les gens dans le mur, donc il y a une question d'analyse économique un peu fine des exploitations. Par contre, nous, on s'était donné un objectif, qui était très très ambitieux, qui était de doubler le nombre d'exploitations. On a beaucoup augmenté, mais on n'est pas arrivé à ce doublement. En même temps, je pense qu'effectivement, les aides nationales ne sont pas suffisantes et que même s'il y a eu un effort, l'effort il est resté quand même encore un peu faible. Voilà. Donc il faut effectivement continuer à appuyer ce secteur-là. Et puis, troisième chose, sur les parcs naturels. Alors, les parcs naturels régionaux, il y en a 46 en France. Ils ont été, j'allais dire, c'est une création de la DATAR, les parcs naturels régionaux. À un moment donné, on a mis des grands penseurs de la DATAR, et on les a mis dans des avions, ils sont allés se promener un peu partout à travers le monde. Et puis, ils sont revenus et ils ont fait un séminaire à Lure, c'est presque une jolie histoire, mais c'est un peu vrai. Et ils ont travaillé, puisque c'était comment on répond à la désertification en milieu rural, qui était à l'époque une question majeure dans l'aménagement, c'est Guichard, c'est la période de Guichard.
Et donc ils ont décidé, ils ont travaillé justement sur cet outil un peu innovant, qui est vraiment assez exceptionnel au niveau international, qui est un outil à la fois de développement économique et de protection de l'environnement. C'est-à-dire que c'est vraiment le croisement des deux options. Donc on prend une zone fragile, souvent des désertification du milieu rural, et on y met un peu de moyens financiers, et on a des territoires comme ça, nationaux, dans une relation avec l'État. C'est ça, c'est la situation de départ. Et puis ensuite, c'est une des premières compétences des régions. C'est-à-dire que cette compétence-là, elle a été donnée aux conseils régionaux. Et donc, votre question, comme on dit, est une excellente question, puisque aujourd'hui, les parcs naturels régionaux sont financés très peu par l'État. L'État, c'est 115 000 € par parc et par an en Rhône-Alpes, parce que j'ai négocié au moment du contrat de plan. C'était difficile. Et c'est en Rhône-Alpes à peu près 10 millions d'euros pour la région Rhône-Alpes. 2 millions. 10 millions. 10 millions d'euros. Oui, pour la région Rhône-Alpes. Je vais vous donner un autre élément. Pour le parc de Chartreuse, par exemple, c'est un vrai exemple de solidarité dans le bon sens. Donc, sur le budget du parc de Chartreuse, on va dire qu'on a à peu près 60% qui est amené, du financement amené par la région Rhône-Alpes, 25% par les deux départements d'Isère et de Savoie, 85%, et 15% qui sont amenés par les collectivités territoriales. Et sur ces 15%, il y en a la moitié des 15% qui viennent des trois grandes villes de Voiron, de Chambéry et de Grenoble, donc des villes ou des agglos, et le reste, c'est le reste des communes. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est très peu par rapport à la totalité du fonctionnement du territoire, et c'est donc une solidarité dans ce sens-là, donc vers les territoires ruraux et vers les petites communes. Alors, c'est une politique qui est beaucoup portée par la région Rhône-Alpes, puisqu'en région Rhône-Alpes, on a 6 et bientôt 7 parcs, puisque le 7e parc est les baronnies provençales, c'est un lieu qui est extrêmement intéressant, qui est entre, on va dire, PACA et nous, qui est à cheval sur PACA et commence à Côte d'Azur et Rhône-Alpes, et qui est un endroit où si on ne met pas un parc naturel, avec patrimoine naturel exceptionnel, etc., si on ne met pas un parc naturel, il n'y a pas d'autre outil, entre guillemets. Donc ce sont des syndicats mixtes. Pour vous donner un exemple, avec des compositions assez différentes d'un parc à un autre, des choses intéressantes d'ailleurs, on n'a pas tout à fait les mêmes organisations. Je vous donne celle de Chartreuse parce que ça vous donne une idée. On a les communes, donc un représentant par commune. Après, on a un représentant à l'intérieur du conseil syndical par communauté de communes. On a des représentants des régions, des deux départements. Et bien évidemment des villes portes et des agglomérations portes. Donc c'est ce conseil syndical qui est donc l'unité qui désigne à la fois le bureau et ensuite le conseil syndical qui désigne le président ou la présidente du parc. Donc c'est un outil qui est régional, financé essentiellement par la région, mais avec un accompagnement dans ce département par les deux, d'ailleurs, enfin, dans la région, grosso modo par la Loire, les départements accompagnent les parcs naturels. Avec une politique donc, qui est une politique à la fois axée sur le développement et sur l'environnement et qui peut toucher, qui est faite à partir de diagnostic de territoire. Un parc, c'est ce qu'on appelle un projet de territoire, c'est-à-dire qu'il faut écrire une charte. Cette charte, une charte et un plan de parc. Le plan de parc s'impose au schéma de cohérence territoriale. Donc, on est parc pour 12 ans. On a un label pour 12 ans. Au bout de 12 ans, il faut qu'on fasse la preuve que ce qu'on a fait, c'est bien, qu'on a répondu aux objectifs qu'on s'était donnés. C'est un des seuls trucs, une seule institution qui est aussi surveillée. Donc, on doit montrer faire la preuve que ce qu'on avait, j'allais dire, les objectifs qui étaient dans le diagnostic ont été. Enfin, voilà, qu'on a répondu à ces objectifs, qu'on a avancé en tous les cas.
On fait faire une évaluation indépendante et on retravaille sur un diagnostic de territoire qu'on doit resoumettre et qui est soumis maintenant à enquête publique dans chacune des communes des parcs. Donc c'est très lourd, hein, c'est 3 ou 4 ans. On doit faire la preuve qu'on discute avec les habitants, donc on ne travaille pas en circuit fermé, qu'on est ouvert. Donc on a souvent beaucoup de relations avec nos acteurs socio-professionnels. À l'heure où je vous parle, il y a les agriculteurs de Chartreuse qui sont réunis pour faire leur assemblée générale, ce qu'on appelle l'AAC. Vous avez les gens du tourisme, etc. On travaille beaucoup avec les acteurs socio-professionnels. Et voilà, des exemples de politique de... Je vais vous prendre 2 exemples pour vous dire ce qu'on peut faire. Sur le bois, moi j'ai pris ce secteur Chartreuse, c'est je sais pas, 70% de bois. Et quand je suis arrivée à la présidence du parc, c'était en 2001, je me souviens de Pierre Perrin, qui était sénateur, qui était un marchand de bois, et qui est connu, hein, puisqu'il a été sénateur, maire de Saint-Laurent-du-Pont. Et il est venu vers moi, il m'a dit: vous voulez vous occuper du bois, vous avez rien d'autre à faire. Donc, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Je suis beau, je veux voir, hein, je ne suis pas sûre comme ça. Et on a travaillé beaucoup sur la politique forestière, on a fait 40 km à peu près de desserte en forêt, donc pour essayer de travailler sur la sylviculture. On a 550 sylviculteurs qui ont adhéré au groupement, et en même temps, on essaie de mettre en place une politique. On est en train de travailler sur la première AOC bois, hein, on va peut-être y arriver d'ailleurs. Appellation d'origine contrôlée bois, qui a été permis par le législateur, donc je pourrais vous en parler des heures, mais on avance, y compris sur le peut-être pas des heures. Non. Et on essaye de travailler, on a mis en place une interprofession qui rassemble 40 entreprises actuellement qui travaillent. Donc, la dernière présentation qu'on va faire, c'est la DAUT, c'est-à-dire qu'on a fait un prototype d'une habitation légère de loisirs, en gros un mobil-home tout en bois de Chartreuse, qui a été présenté au Salon du Bois. Voilà, ça c'est un exemple. Le deuxième exemple de travail, c'est le travail qu'on a pu faire avec Saint-Pierre de Chartreuse pour installer une entreprise qui s'appelle Red Light, qui est la première entreprise qui fabrique des vêtements trail, et qui travaille notamment c'est son centre de recherche en fait qui s'est implanté à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Voilà, donc c'est à la fois travailler sur des questions de développement, puis en même temps on gère la réserve d'eau de Chartreuse entre autres, on travaille sur Natura 2000, on porte la politique Natura 2000, on a une trentaine de personnes au parc Natura 2000 de Chartreuse. Vercors, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont 60, voilà, parce que c'est un parc plus âgé, voilà, qui a mis en place qui gère des équipements, surtout ce que nous ne faisons pas. Nous sommes restés une administration de Michelin. Et je terminerai simplement en disant qu'aujourd'hui, donc vous voyez bien, c'est à la veille nationale au départ, mais on a mis un accord. Moi j'avais travaillé pour qu'il y ait un accord entre les régions, les régions, la Fédération des parcs et l'État. Donc cet accord avait été signé avec une Liolin, mais qui est un peu compliqué. Et donc je suis en train on m'a chargé d'une mission nationale qui est de réfléchir à ce que seront les parcs dans les 20 ans qui viennent. Donc je mène un groupe de travail et on devrait présenter des premiers travaux à peu près à Fourcalquier, pas à Lurs, à Fourcalquier à côté, au mois de juillet. Donc on est en train, on se pose la question, parce que dans la réorganisation territoriale, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a pas de financement propre, on dépend d'autres institutions, et donc on a besoin de reposer cette question et simplement dire qu'on est passé d'une notion de la désertification du milieu rural à aujourd'hui 50% des parcs qui sont sous pression urbaine, ce qui nous montre aussi que le territoire français a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement de zones où on avait des zones rurales désertifiées, des villes naissantes et fortes, à maintenant à la fois des villes qui se sont étendues et à un territoire très très différent, un territoire national très très différent, avec des parcs qui sont à peu près aujourd'hui 50% sous pression urbaine en France. Une autre question? Donc, je vais essayer d'être très brève. Est-ce que selon vous, vous avez évoqué le fait que la France n'avait pas de régionalisation des aides? Est-ce que si la France passait à la régionalisation des aides, elle lutterait mieux contre le productivisme? En tout cas, elle permettrait de développer davantage l'agriculture de qualité? C'est une première question. Et une deuxième petite question, est-ce qu'au niveau européen, à l'heure actuelle, dans les débats,
à tous les niveaux, on s'inquiète de la question de la hausse, de la spéculation sur les prix d'aujourd'hui, alors que la tendance depuis 1992 est à la baisse des prix agricoles. Donc est-ce qu'à haut lieu, on s'inquiète de cette question? Pour la deuxième question, je pense que oui, mais je ne suis pas dans le cabinet de Bruno Le Maire, et puis je lui laisse un peu. Voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude quand même aujourd'hui par rapport au prix et à la spéculation sur les prix. Moi, je pense que l'agriculture, c'est pas une activité comme une autre, c'est pas une économie comme une autre. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi qu'on se dise tout simplement ça, que la question aussi de dire on la traite à l'OMC comme une autre activité, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on remette les choses en disant qu'il y a aussi l'agriculture rend des services, qu'elle rend des services en termes environnementaux, en termes alimentaires, etc. Et que ces services aussi ont un coût. Il faut qu'on replace l'agriculture dans une économie plus générale. Puis dernière chose, je pense que c'est sur cette question. Est-ce que si les régions, moi je pense que oui. Car je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a eu un changement, moi je trouve qu'il y a un changement considérable, même entre les années 2000, début des années 2000 et maintenant. On n'a pas du tout les mêmes réactions, d'abord de nos concitoyens. Moi, je trouve que, regardez comment les gens font attention, les articles de presse qu'il y a sur l'alimentation, il y a quand même énormément de demandes de transparence. On avait beaucoup moins tous ces débats. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement une exigence sociale, une exigence sociétale, il y a une responsabilisation des gens aussi. Et je trouve que voilà, c'est des questions qui sont moi je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des questions dans nous. Et donc effectivement, bien sûr, avec des régions fortes, pas avec des régions un peu, nous actuellement, on pourrait en parler là aussi longtemps, on est des régions, on n'a plus de recettes dynamiques, on a 90% de nos recettes qui nous sont données par l'État.